D'accord. On en parle toujours, c'est justement de la guerre du 6 octobre, de cette belle victoire qu'a menée l'Égypte, ou qu'a pu justement avoir l'Égypte contre Israël. L'Égypte récupère son territoire en coordination certainement avec d'autres armées arabes et certainement à savoir en premier lieu la Syrie. C'était une belle victoire comme on vient de le dire, mais la guerre était peut-être aussi, surtout dans les premiers jours, une guerre de médias. À l'époque, il n'y avait pas les médias qu'on connaît aujourd'hui, la communication très rapide, mais il y avait quand même des communiqués qui sortent et du Caire et de Tel Aviv sur justement sur la guerre, sur les événements et tout ce qui a rapport justement au déroulement des batailles. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu plus de ce point. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Mahmoud Saebet, vous êtes historien. Bonsoir, ravi de vous avoir justement parmi nous ce soir. Et là, quand on parle justement de cette guerre, parce que voilà, on en a parlé les derniers jours, certainement il s'agit d'une victoire immense. Mais c'est bien aussi de se rappeler comment s'est déroulée aussi cette guerre de médias, si on peut le dire. Bien sûr, la guerre de médias, il faut regarder un peu en contexte. Il y avait la guerre de 67, dont les déclarations, les communiqués de cette époque qui venaient du côté arabe n'étaient pas toujours très vrais. Et il y avait beaucoup de... ils ont beaucoup exagéré. Et à la fin, ils ont perdu cette guerre. La guerre a été perdue par les Arabes. Et, tandis qu'à l'époque, les renseignements qui venaient des Israéliens étaient beaucoup plus vrais. Parce qu'ils étaient, à la fin de la journée, gagnants. En 73, c'était le contraire. Les communiqués qui venaient, par exemple, d'Égypte et, d'un certain sens, de la Syrie, étaient juste au point et ils étaient vrais, tandis que les communiqués qui venaient du côté israélien, ils étaient fautifs. Le média international a rentré dans une position de confusion. Ils ne savaient pas exactement ce que se passait. Au début, ils croyaient les communiqués israéliens, et puis ils regardaient que c'était fautif. Après 2-3 jours, ce n'était pas vrai à la fin. Alors ils commençaient à plutôt regarder les communiqués qui venaient du côté égyptien. Et à ce moment-là, on a vu un certain équilibre beaucoup plus vrai, plus ou moins, de la situation telle qu'elle était. Mais aussi, c'était pas quand même facile, c'était voilà, pas comme aujourd'hui, c'était plutôt, il n'y avait pas vraiment le média d'image, de télévision, il n'y avait pas vraiment des grandes équipes de télévision qui rentraient par exemple, nous ici en Égypte, on a vu des films de cette guerre sur la télévision 1 ou 2 jours plus tard, et bien sûr, ils suivaient ça de ce côté. Mais c'était pas grand-chose, c'était plutôt des événements après les événements. D'accord. En parlant justement, Dr Mahmoud Saebet, de l'image, voilà. À l'époque, c'était pas évident, c'est pas comme aujourd'hui, mais il y avait quand même un certain témoignage, il y avait des images qu'on découvre en fait à l'occasion justement quand on parle de la guerre du 6 octobre. Est-ce que vous trouvez que les images qu'on a sont assez... Oui, ils sont pas seulement qu'ils sont assez. Ils ont fait un film sur la guerre de 73 du côté égyptien. Oui. Ce film a recréé avec l'armée égyptienne les opérations militaires. Alors tout ça a été filmé une deuxième fois, et ça c'est très vrai. Alors ça se voit. Tandis que les images de la guerre actuelle, c'était très difficile à le faire. Il n'y a pas vraiment grand-chose des deux côtés. On a certaines images de télévision étrangères sur le front syrien, par exemple, mais pas beaucoup. Et c'est pas vraiment, c'est pas comme aujourd'hui où on a des caméras partout. Après tout, même nos téléphones ont des caméras. À l'époque, c'était des caméras, c'était des choses énormes avec toute une équipe. Alors c'est pas vraiment la même chose dans ce sens d'image. Mais certainement, on a vu des images qui se sont révélées plus tard, qui n'ont pas été là actuellement pendant cette période. Mais plutôt 1 ou 2 mois plus tard, on commençait à voir des images de cette guerre qui n'ont pas été publiées tout de suite, mais qui ont été publiées beaucoup plus tard. Peut-être le monde ne s'attendait pas à ce que l'Égypte puisse justement faire ce pas pour récupérer
sur son territoire occupé par Israël. Juste après les premiers jours, comment a été la réaction? Est-ce que vous vous souvenez comment a été les réactions pour ceux qui ont pu justement suivre les médias, la radio en premier lieu? Comment étaient les réactions avec, par exemple, quand on parle de justement l'armée égyptienne progresse et avance sur le front, l'armée égyptienne a pu justement réaliser telle et telle. Comment étaient les réactions? Ça dépend de l'observateur. Ceux qui comprenaient ce que se passait comprenaient très très bien qu'il n'y aura jamais une avance juste aux frontières israéliennes, sur la frontière israélienne et égyptienne. Ça, c'était pas sur les cartes. C'était trop, ça aurait été trop dangereux. Ça aurait provoqué une intervention très énorme des Américains sur le côté israélien. Alors, ça n'allait pas arriver. La guerre aurait eu lieu sur la zone du canal de Suez, des deux côtés du canal de Suez, et jusqu'au plus ou moins les passes, ça veut dire Mitla et Birgergafa. Et ceux qui comprenaient tout ça comprenaient très, très bien que cette guerre sera limitée dans cette zone. Il y avait des autres qui n'étaient pas aussi bien informés, qui pensaient que l'armée égyptienne allait franchir tout le Sinaï pour arriver aux frontières israéliennes. Et ça, c'était pas le cas, là. Et c'était pas une guerre déclenchée avec ça comme but. Tandis que le front syrien, c'était différent dans ce sens. Justement, parce qu'on en a évoqué, on parle des médias, on parle des caméras, le développement technique d'aujourd'hui, ce n'était pas le cas à l'époque. Aujourd'hui, le président Sisi a parlé de la guerre de la 4e génération, rumeurs, médias et ainsi de suite, la présence justement des sites internet, justement de tout ce qui a rapport avec la technologie, leur présence dans notre vie et qui contrôle parfois justement la vie des plus jeunes. Quand on parle de cette guerre par rapport à hier, en fait, j'aimerais savoir comment avez-vous trouvé justement les propos du président Sisi à cet égard. Et je vous rappelle justement que le président Sisi a parlé justement de cette guerre dans son allocution quand il s'adressait au peuple égyptien à l'occasion du 46e anniversaire de cette victoire d'octobre. Le président Sisi a déclaré que l'Égypte célèbre un de ses jours les plus glorieux, témoin de la traversée entre le désespoir et l'espoir. Et ça aussi, c'était un point assez important. Il a noté que le 6 octobre ne représente pas seulement une victoire militaire réalisée par excellence par les forces armées, mais exprime aussi la volonté de toute une nation. Je vous propose justement de suivre ce commentaire de Sarah Marlabi. L'Égypte célèbre un de ses jours les plus glorieux, témoin de la traversée entre le désespoir et l'espoir, entre le passé et le futur. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi dans une allocution prononcée à l'occasion du 46e anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre. Le chef de l'État a noté que le 6 octobre ne représente pas seulement une victoire militaire réalisée par excellence par les forces armées, mais exprime aussi la volonté d'une nation. Le chef de l'État a affirmé l'attachement du peuple égyptien, disant que tous les Égyptiens se sont rangés derrière les forces armées lors de cette guerre d'octobre. Selon le chef de la République, le 6 octobre 1973 n'est pas seulement une brillante victoire militaire que les forces armées ont réussi à réaliser, c'est davantage une expression singulière exprimant la volonté de la nation et l'attachement du peuple. Un peuple qui s'est inspiré de sa grande histoire et sa robustesse et de sa force invincible. Le président Sisi a déclaré que le peuple égyptien est toujours capable de maintenir ses victoires et de préserver sa patrie. Il a salué avec respect et gratitude l'esprit du martyr Mohamed Anwar el-Sadat, qui était un leader patriotique et un génie stratégique. Il a aussi rendu hommage aux martyrs des forces armées qui ont sacrifié leur vie pour la terre sacrée du Sinaï. Le président Sisi a déclaré qu'il était pleinement convaincu de la victoire dans les guerres morales auxquelles le pays est exposé par le mensonge et la tromperie. Le président Sisi a déclaré qu'au cours des dernières décennies, les formes et les méthodes de la guerre avaient modifié afin de cibler le moral des peuples par le biais des moyens de communication et des médias modernes. Il a ajouté que dans la guerre qui dépend de la tromperie, des mensonges et des rumeurs, la victoire est liée à la conscience de chaque citoyen, à ses idées et à ses croyances, et qu'il était confiant à la victoire dans cette guerre grâce à la conscience des Égyptiens
qui fait la différence entre la vérité et la calomnie. Voilà, aujourd'hui on fait face à une autre forme de guerre, à savoir la guerre de la quatrième génération. Aujourd'hui, à quel point, selon vous, Dr Mahmoud Sabit, les rumeurs jouent un rôle dans notre vie, que ce soit hier ou aujourd'hui? C'est toujours ça, ça joue un rôle où, normalement très mauvaise. Les rumeurs sont, moi je me rappelle très bien à cette époque, les rumeurs étaient terribles, ils disaient des choses, des bêtises incroyables et les gens croyaient tout ça. Oui, les rumeurs n'aident pas la cause Oui. à la fin de la journée. Et c'est pour ça que c'est très important que les renseignements, les communiqués sont des communiqués vrais et ce n'est pas des renseignements fautifs. Sinon, on laisse tout à l'imagination des autres. Tandis qu'aujourd'hui, c'est différent, dans le sens qu'avec les caméras, le média qui est partout, on trouve des embuscades, des combats directs entre les extrémistes et les forces de sécurité, filmés d'un moment à l'autre, filmés avec des petites caméras sur les extrémistes. Ça existe aujourd'hui. Et ça devient ça fait partie de cette guerre. Et ça fait partie de donner une perception des gens qui sont en train de gagner, tandis que c'est vraiment en réalité une réaction des désespérés. C'est vrai, mais aujourd'hui, justement, quel regard vous avez sur cette guerre? Une guerre certainement au départ militaire, mais qui a été suivie justement par tout un parcours diplomatique, oui. justement pour aboutir à la libération du territoire, à la récupération de notre territoire. Certainement, il y avait certainement ce recours au départ à la guerre, à la force, à l'intervention militaire. Mais enfin, ce sont les accords qui ont mis, justement, si on peut dire, la fin. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, c'était une guerre qui a été... c'était une lutte sur plusieurs fronts. Une lutte dans le sens médiatique, oui. Une lutte dans le sens diplomatique, et on ne peut pas vraiment exagérer ça. C'était une guerre diplomatique que l'Égypte a gagnée. Et qui a été très bien organisée, ça. Et c'était une guerre déclenchée avec des buts politiques et pas des buts militaires. Et c'est très important de comprendre ça. C'est une guerre conventionnelle, dans le sens que c'est pas une guerre contre les civils, mais c'était une guerre entre deux militaires qui combattaient un contre l'autre. Très important, aujourd'hui c'est devenu très différent. Oui. Mais ça c'est important. Mais c'était une guerre dans le sens que, avec des buts très spéciaux qui ont été achevés, qui ont ouvert la porte à une victoire stratégique. Et quand on parle de ça, on peut dire, oui, peut-être que la guerre a été gagnée si l'Égypte a vraiment gagné les territoires jusqu'aux frontières israéliennes. Mais on n'avait pas vraiment besoin de faire ça. Et on avait seulement besoin de prendre la zone et de changer les attitudes et la situation géostratégique vis-à-vis, et les perceptions vis-à-vis de l'Égypte dans le Moyen-Orient, qu'on a fait. Et parce qu'on a fait ça, on a gagné cette guerre. Justement. Il fallait justement avoir cette guerre pour justement changer l'image. Absolument. Ils ont changé l'image. Ils ont complètement changé l'image. Et pas seulement ça. Par exemple, à l'époque, il y avait une certaine démarche diplomatique et politique en Afrique par Israël, dans un certain sens, pour encercler le monde arabe. À cause de cette guerre, toutes ces démarches ont été plus ou moins sont finies à rien. Et ils n'ont rien pu faire à cause de ça, les Israéliens. Et tous ces territoires ont été regagnés diplomatiquement par l'Égypte. Alors ça, c'est aussi important, ça. Ils ont changé la perception géostratégique de l'Égypte dans cette région et des Arabes dans cette région.
Est-ce que vous pensez que si les Arabes se sont ralliés à l'Égypte après la guerre, après l'intervention militaire, à savoir le processus justement de négociation, est-ce que le visage du monde arabe aurait être différent aujourd'hui? Je pense que ce que manquait en tout ça, c'est vraiment une sincérité des Israéliens de vraiment trouver une solution pacifique sur la région. Pour eux, ils voulaient seulement avoir des traités, des arrangements avec les pays arabes individuellement. Et dans ce sens, je pense que ça aurait été beaucoup mieux que le monde arabe aurait été de rester uni sur cette situation diplomatique et politique. Mais comme le sont, quand même, c'était très intéressant parce qu'après tout, il y avait une contribution militaire des pays arabes en Égypte. On a vu ça dans les rues. Il y avait des contributions assez importantes, des formations militaires qui venaient de Libye, du Maroc, du Soudan, qui étaient dans les rues d'Égypte, du Caire, et qui étaient sur le front avec l'armée égyptienne. Il faut aussi quand même pas oublier que la contribution irakienne sur le front syrien était très importante. Ils ont déployé 2 divisions blindées, c'est énorme ça. Alors c'est pas petit quand même, comme coordination et coopération. Certainement. Là, comme on vient de le dire, il ne s'agit pas certainement d'une guerre ou d'une victoire pour récupérer la terre. Il s'agit, et c'est aussi en fait d'une revivification de l'esprit, du patriotisme. Voilà, ça c'était aussi un point assez important et d'appartenance. On a trop compté sur l'unité du peuple égyptien, certainement. Cet esprit d'appartenance est constitué peut-être la pierre angulaire de la réalisation de cette victoire. À présent, un commentaire de notre collègue Sarah Al-Maratrabi et on se retrouve juste après. Après la défaite de juin 1967, certains de ceux qui ont perdu leur appartenance se sont mis à fustiger l'armée égyptienne et à l'accuser de corruption, de faiblesse et de défaillance dans la défense de la patrie. C'est alors qu'est survenue la victoire d'octobre pour prouver que les soldats de l'Égypte sont les meilleurs dans le monde entier et que l'armée égyptienne est composée des loyaux qui ont pu substituer la victoire à la défaite. Certains autres ont prétendu que le peuple égyptien a perdu son appartenance après la défaite de 1967, oubliant que ce peuple, aux racines séculaires fixées dans cette terre, dispose d'une civilisation qui remonte à 7000 ans. Ils ont imaginé que ce peuple ne pourrait pas supporter les mesures de réforme difficiles prises pour assurer les armes et le ravitaillement à l'armée égyptienne. Mais le peuple égyptien éblouit tout le monde pour sa cohésion, sa patience et sa persévérance face à toutes les crises économiques jusqu'à réaliser la victoire d'octobre. Les tendancieux se sont aventurés à l'époque à perturber les relations égypto-arabes pour isoler l'Égypte et l'éloigner de tout appui. La cohésion égypto-arabe a pulvérisé leur stratagème. L'unité arabe et le peuple de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et des États du Golfe a été évidente dans la plus belle forme jusqu'à atteindre la victoire d'octobre. Et voilà que l'histoire se répète, quiconque observe à présent la scène politique, économique et sociale en Égypte et procède à une comparaison avec celle qui a précédé la victoire d'octobre 1973, constatera une similarité patente. C'est ainsi que les jours et les années passent et qu'une nouvelle épopée de l'histoire de l'Égypte se déroule aujourd'hui, basée sur l'esprit de la glorieuse victoire d'octobre, un peuple uni, une armée à la défense de la patrie, une réforme économique, un développement et un président qui donne un fort élan à la patrie et qui accorde une grande attention aux pauvres et aux personnes à revenus limités. Voilà, c'est la volonté de tout un peuple, l'esprit de patriotisme, mais c'était aussi le génie des ingénieurs égyptiens qui ont pu, justement, quand on parle du mur de Barliève et comment les Égyptiens ont pu, justement, traverser le canal de Suez et détruire, si on peut dire,
cette ligne ou ce mur, voilà aussi, ça c'était aussi une preuve du génie des ingénieurs et de l'armée égyptienne. Ah oui, oui, absolument. La ligne Bar-Lev était une ligne très, très, très sophistiquée, fabriquée et construite avec les plus modernes concepts de fortification que les Israéliens ont pu faire. Ils étaient vraiment très imaginatifs en tout ça. Tandis que, alors, c'était calculé que ça allait prendre au moins 18 heures à couper des ponts pour franchir cette canal avec les blindés égyptiennes pour déployer ces blindés au Sinaï. Et à cause de vraiment l'imagination des ingénieurs égyptiens, ils ont pu faire ça en 6 heures. Et ils ont fait ça avec, bien sûr, l'eau, avec les jets d'eau qu'ils ont coupé parce que ce que les Israéliens ont fait, c'était vraiment un mur de sable de 30 mètres. Oui, c'est vrai. Et qui a plus ou moins été sur 100 km. 112 km, qui est le plus ou moins le front du canal. Alors c'était une fortification assez importante. Alors oui, ils ont coupé ces ponts, ils ont pu déployer des forces assez importantes, blindées, dans le canal vers la fin de la journée du 6 octobre, qui était incroyable. Vraiment incroyable. Et puis en plus, ils ont déployé des forces anti-tank très modernes et ils ont vraiment changé le concept de la guerre dans ce sens avec les nouveaux fusées anti-chars que les Égyptiens se sont entraînés là-dessus et ils sont devenus plus ou moins les grands experts là-dessus à cause de tout ça. Justement, quand on parle de cette tactique, de cette stratégie, ça a été aussi apprécié par le monde, n'est-ce pas? Voilà, oui, absolument. Non, mais le monde avait un regard justement différent, si l'on peut dire. Le monde a apprécié justement ces idées, cette stratégie. Est-ce que c'est correct? Oui, non seulement ça, la stratégie de la bataille pour le canal et la bataille pour la ligne Bar-Lev du 6 et 7 octobre font partie des leçons qu'on donne dans les grandes académies de guerre. Aujourd'hui, en France, en Amérique, dans la Russie et la Chine. Ça fait partie d'une des grandes leçons de guerre qu'ils donnent. Ça fait partie de l'éducation militaire aujourd'hui. Et l'armée égyptienne, aujourd'hui, elle occupe une place assez importante, justement, au niveau mondial. Oui, parce qu'elle a ce potentiel. On a vu le potentiel de l'efficacité parce que c'est pas quand même facile d'avoir une armée qui est efficace. Une armée doit être bien entraînée et le niveau de cette armée doit être bien éduqué aussi, qui est très difficile aujourd'hui. On ne trouve pas ça aussi facilement que tout ça, sauf dans des pays qui sont assez évolués. Très bien. Le contexte régional est assez critique, si on peut dire. Les frontières de l'Égypte, de l'Ouest, de l'Est et du Sud, voilà, tout le contexte n'est pas très rassurant, si l'on peut dire. Et là, il faut justement rappeler que l'Égypte a conclu de nombreux accords en matière militaire, s'est fait acheter aussi beaucoup d'équipements militaires. Aujourd'hui, certainement, l'Égypte est un pays stable, voilà, un pays très important dans la région, un pays stable. À quel point, justement, l'Égypte a besoin d'avoir son armée prête en tout moment? Moi, je retourne toujours aux déclarations romaines, de l'Empire romain. Pour avoir la paix, il faut être prêt à faire la guerre. D'accord. Et c'est ce qu'on dit en fait, c'est ce que la direction dit en fait, en d'autres mots, justement, il faut être fort, justement, pour avoir la force de se défendre. Oui, absolument. Pour avoir la paix, il faut être fort dans le sens militaire. Il faut être préparé à faire la guerre. Et c'est malheureux, entre parenthèses, pour la condition humaine. Mais on n'a pas évolué plus loin que ça aujourd'hui. C'est malheureux, mais c'est la vérité, c'est la réalité aujourd'hui. C'est dommage quand
quand on se souvient, quand on parle de la guerre, quand on parle de l'unité des armées arabes, de l'unité arabe à l'époque, voilà, c'était une guerre qui a été menée par l'Égypte, mais aussi en coordination avec l'appui de la Syrie, du Yémen, de l'Irak, des pays du Golfe. En particulier aujourd'hui, quand on parle de l'Irak, qui avait une armée aussi très importante. La Syrie, c'était pareil. Les deux pays aujourd'hui, leur contexte n'est pas le meilleur, certainement, très critique, si l'on peut dire. Quel regard vous avez sur ces deux pays qui avaient aussi un jour une armée très, très importante? Bon, moi, je trouve le cas d'Irak assez très intéressant dans le sens que l'Irak a toujours été considéré par les pays arabes comme le réseau militaire s'il vient à la guerre, une grande guerre entre Israël et les pays arabes. Que l'Irak était les forces stratégiques, les forces de réserve, on peut dire, si cette guerre déclenchera. Il y avait même un livre écrit par le général Saad Eddin el-Chazli sur ce sujet, beaucoup plus tard, juste avant sa mort, qui parlait que, à cause que l'Irak est un réseau stratégique militaire pour le monde arabe, c'est très probable qu'il sera détruit par les amis d'Israël. Oui. Il a dit ça 5 ans avant la première guerre du Golfe, hein. Je vous parle en 85-86. Alors oui, moi je trouve que c'est beaucoup plus facile pour les forces en dehors du Moyen-Orient de prendre les pays individuellement plutôt que ces pays unis avec une politique et une façon de voir les choses politiquement et diplomatiquement. Très bien. Justement, en quelques lignes ou en quelques mots, la génération d'aujourd'hui qui n'a pas vécu la guerre, qui nous entend parler de cette guerre, de cette gloire, de cette victoire, quel mot vous vous adressez justement à cette nouvelle génération? Quand on leur parle de cette victoire, de la guerre du 6 octobre, quelles sont les grandes lignes qu'on peut justement leur communiquer? Pour comprendre le contexte, il faut regarder que la position d'Égypte n'est pas minable, qu'elle a une potentiel énorme, et il ne faut pas oublier qu'ils ont pu faire cette guerre contre une des plus grandes puissances du Moyen-Orient. Ils n'ont pas perdu, ils ont presque battu, pas complètement, mais ils ont presque battu. Très important à comprendre ça, et très important à comprendre aussi dans le contexte de la position de l'Égypte dans cette région. Sinon, on tombe, on devient victime de nos propres rumeurs et de nos propres insécurités. Il faut pas le faire. Et il faut quand même pas oublier que l'Égypte, c'est un des plus grands pays de cette région. Et une des plus importantes. Et même que les médias étrangers disent le contraire et fait tout ce possible pour dire le contraire, à la fin de la journée, il le fait seulement pour mettre une fausse perception. Et que, au contraire, l'Égypte a besoin d'avoir une connaissance d'elle-même, de sa propre position. Vraiment. Oui, c'est vrai. Je vous remercie infiniment, Dr Mahmoud Sebd, vous êtes historien. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir, Madame, Monsieur. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous, et au revoir.